Comme ça, l'enregistrement est parti. Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation sur le réseau filaire évolué. Alors, présentation qui va être effectuée par M. Paradis ainsi que moi-même. Puis, on vous invite à intervenir ou poser des questions au cours de la présentation si vous avez quelques interrogations que ce soit. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Au niveau de l'agenda pour la session d'aujourd'hui, nous allons parler, entre autres, des problématiques au niveau du réseau filaire, donc au niveau de l'accès, quels sont les enjeux. On va élaborer un peu sur les pistes de solutions amenées par la technologie Aruba. Et ensuite, Benoît va vous entretenir sur les technologies qu'on appelle d'overlay, c'est-à-dire les superpositions de réseaux, et faire une petite introduction sur la technologie Aruba NetConductor qui va permettre de simplifier justement la mise en place d'une technologie avec overlay. Et finalement, pour faire comme un petit tour d'horizon, nous allons élaborer un peu plus là, sur le portfolio, les nouveaux commutateurs que nous avons déployés et mis à votre disposition maintenant, donc qui sont mis en vente. Donc, sans plus tarder, démarrons avec la problématique. Donc, pour beaucoup de clients, la problématique qu'ils ont au niveau des réseaux filaires est un manque de visibilité, c'est-à-dire que on a beaucoup de dispositifs de différentes natures, des caméras de sécurité, des équipements pour la surveillance, par exemple, de la température. Donc, plusieurs équipements qui sont de type IoT qui sont maintenant intégrés au niveau du réseau filaire. Et malheureusement, lorsqu'on n'a pas cette visibilité-là, ça amène comme des espèces d'angles morts qui vont faire en sorte que les attaques ou les vulnérabilités liées à ces types de dispositifs-là permettent justement à des personnes malicieuses d'entrer sur votre réseau, faisant en sorte que justement ça devient un point de vulnérabilité. L'autre point aussi qui est problématique, c'est le manque d'automatisation. C'est-à-dire que lorsqu'on a une approche qui est basée sur des VLAN, souvent, c'est le fait de provisionner ces VLAN, approvisionner les scopes DHCP qui sont liés justement à cette approche-là par VLAN. Et ça requiert énormément de temps et de labeur pour votre organisation pour mettre ce type de déploiement et de pseudo-sécurité, parce que dans le fond, un VLAN n'est pas une solution vraiment pour faire de la sécurité, c'est vraiment plus pour faire de la segmentation de réseau. Oui, on l'a étendu par extension à une notion de sécurité, mais en soi, ce n'est pas une méthodologie vraiment pour établir une bonne pratique là, au niveau de la sécurité. Et bien entendu, le fait de faire justement une approche orientée par VLAN, ça amène à une complexité au niveau du routage, au niveau de la mise en place des réseaux, fait en sorte que justement, on réduit notre capacité à croître et à être agile et à être capable d'adopter des nouveaux mécanismes ou des nouveaux systèmes dans notre réseau. Donc, oui, tu sais, la technologie des VLAN, c'était fantastique dans une notion pré-année 2000. Et on a vu justement l'explosion d'utilisation de la notion de VLAN pour créer un VLAN de voix qui était très utile pour les téléphones sur table. Toutefois, on voit justement la disparition justement de ce concept-là, de plus en plus des VLAN qui sont associés aux téléphonies de table, parce qu'on migre maintenant avec des systèmes complètement intégrés. On pense à Microsoft Teams, notre téléphonie est tout intégrée à travers notre laptop. Ça devient de plus en plus normal que d'utiliser justement notre système qui avant était vraiment téléphonique, mais maintenant intégré dans un outil collaboratif. Donc, on utilise un VLAN normal de laptop
ou un VLAN qui est associé à notre SSID Wi-Fi pour faire justement l'établissement de nos communications vocales et interactions avec nos collègues. Toutefois, dans un contexte comme ça, mais on n'a plus cette division, on n'a plus cette séparation entre le trafic de voix et le trafic de données. Même chose pour les invités. Oui, ça reste encore une bonne pratique que de les segmenter, mais dans certains environnements, ça peut devenir un peu difficile, justement. Et parfois, on veut être un petit peu plus agile, permettre, par exemple, à nos invités d'avoir accès au Chromecast qui est local dans la salle de conférence et pour être capable de diffuser. Toutefois, ce Chromecast-là n'est peut-être pas disponible uniquement dans le VLAN invité, peut-être dans un VLAN pédagogique ou autre, faisant en sorte qu'on se retrouve, lorsqu'on a la notion de VLAN, à être cantonné dans un moule qui est trop rigide pour être capable d'offrir le service de manière très flexible pour nos invités. Même chose pour le BYOD. Donc, tout ça revient à une notion qui nous amène, à cause des VLAN, à une complexité, à une certaine inefficacité qui est liée justement au manque de flexibilité. On a de la misère justement à élaborer des services qui sont vraiment complets et faciles à mettre en place. Et en plus de ça, ça nous mène à ce qu'on appelle en anglais le VLAN sprawl, c'est-à-dire que on se met à créer des VLAN pour tous les types de dispositifs. On a, tout à l'heure, je vous parlais de caméras de sécurité, ça peut être les systèmes de paiement pour la cafétéria. Donc, on rajoute à l'infini des VLAN en fonction des types de dispositifs qu'on utilise. Et dans ce contexte-là, ça devient infernal à gérer. Ça nécessite absolument l'utilisation d'un système de gestion des plans d'adressage IP, le IPAM, et on se retrouve justement avec une très, très grande complexité, beaucoup de subnets, beaucoup de VLAN à définir avec des scopes DHCP à l'infini. Alors, on voit que cette stratégie-là nous mène vers une impasse. Alors, les pistes de solutions. Donc, la première solution, si vous êtes familier justement avec la technologie Aruba, consiste à élaborer ce qu'on appelle des Aruba User Roles et de définir des règles qui s'appliquent au niveau de l'accès pour être capable de segmenter, non pas par VLAN, mais segmenter par la notion de rôle, donc de permission qui sont octroyées au rôle de l'employé, par exemple, ou au rôle de l'employé avec son équipement BYOD, faisant en sorte que, quel que soit le VLAN où le dispositif va aboutir, ces privilèges d'accès vont être donnés pour accéder ou ne pas accéder, par exemple, le réseau interne de l'organisation. Cette notion-là de rôle peut être appliquée autant au sans-fil qu'au filaire et peut être justement élaboré de manière à éviter l'explosion des VLAN, simplifier justement les politiques directement sur l'accès. Et c'est une solution qui est vraiment beaucoup plus flexible. Et on appelle ça justement cette Fiermonty, qui est l'un de nos fiers représentants au niveau Aruba, qui avait qualifié justement que les Aruba User Roles sont cool. C'est une méthodologie qui nous permet justement de résoudre cette problématique. Et le user role permet d'aller au-delà de la notion uniquement de droit d'accès à l'interne au niveau du réseau. On peut lui associer non seulement des notions de sécurité, mais des notions de QoS. Oui, on peut le lier à un VLAN en arrière-plan, mais la notion ça va au-delà de la notion du VLAN parce qu'on est capable d'associer des rate limiters, des notions de MTU qui peuvent différer. Donc, dépendamment du type de dispositif que vous connectez, ça permet justement d'avoir la possibilité d'utiliser des trames plus larges, des jumbo frames. Ça permet aussi d'associer des priorités au niveau PoE. Donc, du côté switching, ça peut nous permettre justement de s'assurer de la disponibilité, je m'excuse, des caméras de sécurité, par exemple. Ou si vous avez des systèmes de serrure au niveau des portes, donc ça peut être quelque chose qui est plus prioritaire.
Permet aussi de régler les problématiques au niveau du spanning tree, dépendamment si, par exemple, on veut cascader avec une autre switch en arrière-plan. Donc, ça, c'est l'extension des user roles. Et on a appliqué ça dans un contexte qu'on appelle les colorless ports. Donc, les ports sans couleur. En fait, on attribue, oui, visuellement une espèce de coloration aux différents ports pour nous aider visuellement à voir un peu plus là, quels sont les privilèges qui sont associés aux différents ports. Mais en fait, c'est que le commutateur n'aura pas de notion vraiment de sécurité associée à chacun des ports. Les ports vont être entièrement dynamiquement associés et la configuration va s'adapter en fonction de qu'est-ce qui va être branché dessus. Donc, on appelle ça dans deux notions. Hein. Ça peut être soit des local user roles, donc des rôles qui sont associés de manière locale au commutateur, ou encore des downloadable user roles qui, eux, vont être poussés par notre engin ClearPass vers le commutateur de manière à permettre d'appliquer le rôle, mais d'une manière entièrement dynamique. Donc, le commutateur n'a aucune notion. Le rôle lui est poussé par notre engin d'authentification en fonction de l'authentification ou du fingerprint du dispositif qui est branché sur le commutateur, faisant en sorte que c'est appliqué entièrement dynamiquement. Donc, tout de suite, on voit hein, au niveau configuration, bien, on simplifie la configuration au niveau du commutateur parce que le commutateur va avoir une configuration de base qui est identique ou presque identique d'un commutateur à l'autre, faisant en sorte que c'est vraiment le commutateur qui va s'adapter au niveau de qu'est-ce qui est branché dessus et c'est appliqué complètement dynamiquement de manière à faciliter les mises à jour ou faciliter l'agilité justement à programmer les politiques qui vont être appliquées sur les différents ports. Alors, c'est avec justement les notions de downloadable user role ou encore de local user role qui sont appliquées directement sur le commutateur, cette notion-là de sécurité est associée au dispositif client et non pas directement associée au port physique. Donc, il est possible, par exemple, si vous avez un dumb switch connecté derrière, bon, ben, d'avoir la possibilité d'appliquer les fameux rôles par MAC adresse qui se connecte dessus, faisant en sorte que vous êtes sûr que la sécurité est véritablement appliquée au dispositif et non pas au port lui-même qui cantonnerait, dans le fond, d'une manière trop restrictive la configuration. Comme par exemple, si, admettons, mon port serait attribué comme étant un Apple TV, mais qu'avec mon dumb switch, j'ai plusieurs dispositifs connectés dessus, bon, ben, on veut que la couleur s'applique directement au dispositif et non pas au port uniquement. Donc, c'est bon, là, je rentre peut-être dans les détails de configuration ici avec justement le .1x et le MacOp, mais tout ça s'interconnecte. Et une autre stratégie qui peut aussi augmenter cette notion-là au niveau des rôles, c'est le fait d'être capable d'utiliser ce qu'on appelle un overlay. Et souvent, on va présenter les commutateurs Aruba comme étant des commutateurs qui ont la capacité d'être ou d'agir un peu comme étant un point d'accès filaire. Donc, dans l'une des technologies que nous offrons du côté Aruba, nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle du user-based tunnel, c'est-à-dire que les ports ou les dispositifs qui sont connectés au niveau des différents ports de commutateurs vont être encapsulés dans un tunnel GRE qui vont être terminés sur le contrôleur sans fil qui, maintenant, on appelle la passerelle, le gateway, qui va permettre d'appliquer les règles de sécurité d'une manière centralisée, d'une manière beaucoup plus granulaire avec, par exemple, un Aruba User Role qui va être appliqué de manière similaire entre votre réseau sans fil et le réseau filaire. Et ça permet l'application de fonctionnalités, de fingerprint d'application d'une manière beaucoup plus granulaire que ce qui est permis directement sur le commutateur,
avec, entre autres, l'analyse au niveau applicatif, avec justement du Layer 7 Inspection qui va permettre justement d'appliquer des politiques, de la QoS, etc., directement au niveau applicatif grâce à cette technologie de User-Based Tunneling. Et nous offrons maintenant aussi, du côté plus switching, la notion de EVPN VXLAN qui permet d'effectuer une espèce d'overlay, donc au lieu d'être articulé justement sur la technologie de tunnel GRE, ben, c'est articulé sur la technologie de VXLAN. Et cette technologie ben, nous permet d'offrir justement une meilleure évolutivité, une meilleure d'aller scaler, ou en tout cas d'étendre la technologie d'une manière beaucoup plus grande et de le faire à travers les différents campus, à travers les différents data centers grâce à la technologie VXLAN. Et cette approche-là est beaucoup plus multi-vendor, multi-manufacturier. Donc, le but de tout ça, c'est d'effectuer, dans le fond, une sécurité qu'on va appeler de type Zero Trust, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire confiance à n'importe quoi qui se connecte sur le réseau et on va ajouter la visibilité grâce, par exemple, à la prise d'empreinte grâce à ClearPass ou ClearPass Device Insight, entre autres aussi avec l'authentification, que ce soit par MAC adresse ou par .1x, pour nous permettre d'admettre les dispositifs avec une bonne authentification, avec justement une bonne visibilité, de les authentifier d'une manière similaire, ou que ce soit à travers le réseau filaire ou sans fil, ou même avec l'accès à distance, pour leur octroyer des politiques d'accès qui sont cohérentes et similaires d'un système à l'autre. Et tout ça va nous permettre justement d'appliquer un contexte de sécurité qui va nous permettre justement d'appliquer les bonnes règles de sécurité, que l'on soit connecté de manière centralisée ou distribuée à travers un SSID sans fil ou un port filaire au niveau du commutateur. Et c'est ce qui m'amène justement à la technologie EVPN VXLAN qui va vous être résumé par Benoît. Et là, Benoît, est-ce que tu préfères avoir le contrôle sur l'écran pour être capable de... ou je continue? Ouais, je vais te voler le partage. On va partager la même présentation, mais je vais le faire de mon PC. All right. Si tu préfères que j'arrête tout simplement le partage. Ah, ça part. Comme ça. Tiens, et voilà. Je te vole le contrôle. Et voilà, vas-y. Le voleur de contrôle, c'est bon. Ça. Et magie, on est retourné au même endroit où on était avant. OK, donc là, Paul vous a parlé là, beaucoup de bon, les rôles, qu'est-ce qu'on le fait, comment on gère la sécurité au niveau d'un réseau plus traditionnel. Fait que niveau 2, niveau 3, donc chez Aruba, vous pouvez prendre n'importe quel commutateur ou presque, à part les plus entrées de gamme, là, mais la plupart des commutateurs qui se stackent, disons, qui est plus commun dans vos environnements. Faire des tunnels vers une passerelle, nos contrôleurs de mobilité, et faire une certaine segmentation en plus de faire l'authentification. Il y a une autre manière aussi quand on veut aller encore plus loin, donc la prochaine évolution, ça c'est un peu vers quoi le marché en général et les clients vont, ce sont vers les fabriques. Hein. Puis vous avez entendu sûrement ce mot-là très souvent. Donc des fabriques réseau, qu'est-ce que c'est exactement, comment ça fonctionne, à quel point est-ce que c'est complexe. Je pense que c'est une des grosses questions que les gens se posent souvent. Puis il ne faut pas se cacher, on ajoute la configuration, on ajoute des éléments. Donc, oui, il y a une certaine complexité additionnelle. Mais ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il y a des outils qui vous aident à atteindre ces architectures-là qui sont historiquement plus complexes parce qu'on les faisait toutes en ligne de commande. Mais maintenant qu'on a des outils plus évolués qui simplifient ces technologies-là, mais qui nous permettent ultimement d'aller chercher les avantages. Donc, je vais faire un petit survol du VXLAN. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ça ne sera pas très, très, très deep. On ne veut pas rentrer dans une session de 2 heures de comment on configure du VXLAN, mais juste, surtout à haut niveau pour les concepts de comment ça fonctionne et pourquoi qu'on utilise ça et qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec les fabriques VXLAN. Donc,
Si on commence, qu'est-ce que ça veut dire? Le VPN, VXLAN, c'est deux choses distinctes, mais qui sont étroitement liées ensemble. Donc, on a la partie VPN qui va gérer ce qu'on appelle le control plane, le plan de contrôle, qui est l'annonce de l'information de la fabrique. Okay? Mettons-le à cette simplification-là. Puis je vais vous en parler après. Et on a la partie VXLAN, qui est vraiment la partie données. Donc, quand le commutateur envoie des données de type VXLAN, on va ajouter une en-tête, un peu comme on le fait, par exemple, pour un tunnel GRE. Hein, donc, une en-tête supplémentaire. Donc, on a des en-têtes VXLAN spécifiquement qui a un paquet d'informations qui est dedans, qu'on va pouvoir utiliser pour transiger l'information d'un endroit à l'autre, d'un commutateur à l'autre, à l'intérieur de la fabrique. OK, fait que pensez vraiment plan de contrôle EVPN, plan de données au niveau VXLAN. Si on prend la partie VXLAN, donc la partie données, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Qu'est-ce que ça change versus un VLAN? Donc, un VXLAN, ultimement, c'est un VLAN. Hein? OK? C'est juste que c'est un VLAN qui est transporté par-dessus un réseau qui est niveau 3, qui est routé. Donc, dans un monde idéal, dès qu'on fait du VXLAN, tous les intermédiaires entre deux commutateurs d'accès, où il y a des serveurs, des téléphones PC branchés, la totalité de ce réseau-là entre les deux est routée. Donc, il n'y a aucun VLAN qui est trunqué entre les deux. C'est routé et c'est le VXLAN qui fait le niveau 2. Donc, le VXLAN de 1 vient donc, nous permettre cette flexibilité-là de ramener du niveau 2 par-dessus du niveau 3. Donc, dès qu'on parle d'un overlay, on parle toujours d'un réseau par-dessus un réseau. Il y a certaines choses aussi que le VXLAN fait de plus qu'un VLAN standard. Entre autres, c'est sur la quantité de VLAN, de VXLAN qui existe, qu'on appelle un VNI. Hein, c'est une autre façon de parler, mais on peut, dans le concept, un VNI, c'est un VLAN. Okay? C'est juste la façon qu'on l'appelle dans le mode VXLAN. Donc, l'entête VXLAN nous permet de créer beaucoup plus d'identifiants VLAN. Peut-être pas vraiment nécessairement un concern dans un endroit éducationnel. Là. Je ne crois pas qu'on dépasse là, les 4000 et quelques VLAN, ID de VLAN qui sont existants sur un VLAN standard, mais ça donne certainement la possibilité là, de créer beaucoup de VLAN là, dans une même fabrique. On ajoute un petit concept aussi qu'on appelle un VTEP, donc un VXLAN Tunnel Endpoint. C'est un bel acronyme qui essentiellement fait juste dire n'importe quel commutateur qui participe à la fabrique. Donc, il va prendre une MAC adresse d'un PC, par exemple, qui est branché dedans et qui va l'annoncer à d'autres commutateurs dans une fabrique. C'est un VTEP. Okay? C'est un peu le point d'entrée, le point de sortie du VXLAN. Et tout ça, c'est ça qu'on va appeler la fabrique. Okay? Donc, on a le réseau underlay, le réseau routé qui est du niveau 3 traditionnel, très, 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 très traditionnel. Puis si vous voulez, vers la fin de la session, quand on aura fait la petite mise à jour de portfolio, s'il nous reste un peu de temps, puis si vous voulez, je pourrais vous le montrer dans mon laboratoire comme un exemple un petit peu d'une très petite fabrique là, de 4 ou 5 switches là, que j'ai dedans, mais qui montre bien l'architecture de comment ça fonctionne. Je pourrais vous le montrer, mais donc le réseau underlay, c'est vraiment un réseau routé, des interfaces routées. On part au SPF dans le tapon, Area 0, ultra simple, tant qu'on a de la connectivité. Hein, on cherche simplement à avoir la connectivité entre les différents VTEP. Est-ce qu'ils peuvent se parler entre eux autres au niveau IP? Si oui, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin pour le réseau underlay. Et c'est par-dessus ça qu'on va rouler les VXLAN. Donc, si j'ai deux autres qui sont en théorie sur le même VLAN, donc ils vont rentrer sur un VTEP, on va l'amener sur un autre VTEP, donc un autre commutateur qui fait du VXLAN pour aller rejoindre l'autre qui est sur le même VLAN en pratique, sur le même réseau IP. Donc, ils peuvent se pigner directement sans passer par une interface routée là, comme on fait traditionnellement. La partie VPN vient servir à répliquer le comportement normal d'une switch, mais à plus grande échelle. Si on se rappelle un peu nos
nos notions de base de switching. Bon, qu'est-ce que ça fait une switch? Une switch, ça fait ce qu'on appelle du learning. Ça apprend des MAC adresses. Ça fait du flooding. Donc, ça fait, dès qu'on reçoit une trame qui est inconnue, on fait, whoop, on l'envoie partout. On essaie de trouver la personne à qui cette trame-là appartient, si c'est pour un broadcast pur. Ça fait aussi du aging. Donc, si quelque chose, une MAC adresse disparaît, on l'enlève de la table de MAC adresse. Donc, tout ça, c'est des choses normalement qu'un commutateur fait par défaut. Donc, je branche un équipement, il va apparaître dans la table de MAC adresse, il va rester là, je le débranche, il disparaît. OK? Puis à l'intérieur d'un même VLAN, si j'ai 3, 4, 5 switches qui partagent un même VLAN, cette information-là aussi va apparaître partout. Donc, les tables de MAC adresse vont se populer. Donc, ça se fait par le flooding. Hein? Donc, la switch envoie de l'information. Dès que les autres switches voient les trames avec les MAC adresses, vont mettre ces informations dans leur table de MAC adresse. OK? Donc, le niveau 2 standard. Ce qu'on vient faire avec le EVPN, c'est qu'on vient un peu répliquer surtout l'apprentissage des MAC adresses. Donc, l'idée, c'est que si on prend, par exemple, dans la section du bas ici, où ce que j'ai des commutateurs c'est ici là, qui seraient branchés là, les dispositifs. Dès que je branche un dispositif dans un VTEP, donc le dispositif va apparaître dans la table de MAC adresse standard du commutateur. Donc, je vais voir l'entrée de MAC adresse, sur quel VLAN et sur quel port. Hein. Donc, très, très traditionnel. Vous avez déjà tout vu ça dans vos environnements. Mais maintenant, comment je fais pour annoncer cette MAC adresse-là aux autres commutateurs, vu qu'on n'oublie pas qu'il n'y a pas de VLAN qui est ramené à l'intérieur aussi. Tout est niveau 3. Donc, c'est le VPN qui se charge de ça. Donc, un VTEP a une connexion EVPN c'est du BGP, c'est une famille d'adresses du BGP. Vous avez un petit exemple ici à droite. Donc, lorsqu'on branche un dispositif, un nouveau dispositif, donc le VTEP, le commutateur le met dans sa table de MAC adresse, va l'annoncer au spine, hein, dans une architecture spine and leaf, qui peut être souvent des commutateurs de cœur au niveau spine, qui vont agir en tant que route reflector. Donc, ça, c'est un concept de BGP. Puis encore là, c'est pas pour faire un cours de BGP, mais à quoi ça sert? Ça sert à ne pas être obligé de faire cette configuration-là, puis de faire, mettons que j'ai 10 switches, de créer des voisins BGP sur les 9 autres switches qui seraient là, par exemple. Donc, c'est un peu un intermédiaire qui fait en sorte que chaque commutateur peut seulement envoyer l'information à deux commutateurs, qui seraient les deux route reflectors, et eux vont charger de renvoyer l'information à tout le monde. Donc, dans le processus normal d'une switch, je branche l'équipement rentre dans la table de MAC adresse, le VTEP va annoncer cette MAC adresse-là et les spines, les route reflectors, vont renvoyer cette MAC adresse-là. Puis ça, dans la table de MAC adresse, ça fait une chose un peu particulière, c'est que si je vais sur un autre commutateur, je fais un show MAC adresse table, donc je vais voir toutes les MAC adresses qui sont locales à ce commutateur-là. Je vais voir aussi les MAC adresses qui sont sur un même VLAN, sur un même VXLAN, un VNI qu'on appelle. Puis ça va me dire que pour rejoindre cette MAC adresse-là, c'est à travers une interface VXLAN. Puis il va me mettre l'adresse IP de la switch que la MAC adresse locale. Okay? Donc, on vient vraiment répliquer tout le processus d'apprentissage de MAC adresse qui se fait localement sur une switch, mais à beaucoup plus grande échelle. Donc, ça vient un peu comme une grosse switch logique qu'on divise quand même en VLAN, en VNI. Mais tout ça, c'est le BGP qui contrôle ça. Il ne faut pas trop penser que c'est ultra complexe. Comme ce que vous voyez ici, en fait, c'est pas mal la seule configuration pure BGP qui est entrée sur les VTEP. Donc, on fait deux neighbors vers le cœur et on active la famille VPN et c'est tout. Okay? Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour la partie BGP pure. Mais l'idée aussi, c'est évidemment que vous n'ayez pas à faire cette configuration-là manuelle, surtout les équipements. Puis on va aller vers ça tranquillement dans la session. Donc, pourquoi c'est important de penser déjà à ça? C'est quand on prend ce que Paul vous a mentionné ici,
d'être capable de faire de l'ingénierie de trafic et de segmenter du trafic filaire plus sévèrement. Donc, oui, on fait de l'authentification, mais logiquement, où je le place dans le réseau, donc je peux le mettre sur un VLAN traditionnel, mais je peux aussi le segmenter avec une passerelle. Ce qui fonctionne bien, c'est toujours disponible. Même, on peut faire un mix des deux. Mais quand on tombe dans un mode où ce que je veux faire de la sécurité vraiment dans la totalité d'un campus, ça devient un peu moins intéressant de le faire de cette façon-là. Parce que de un, je ne veux pas nécessairement que tout mon trafic filaire soit tunnelé vers, même si c'est un cluster de passerelles, mais ça reste un point assez... ça devient un point qui est très, très, très névralgique là, sur le réseau si j'envoie tout mon trafic. Ça prend beaucoup de bandes passantes. C'est plus dispendieux, évidemment. Donc, dans ces cas-là, ce que je veux faire de la sécurité, beaucoup plus distribué, la fabrique devient un incontournable qui devient le choix logique pour le faire. Donc, ça nous permet de un, éliminer le niveau 2 à l'intérieur du réseau. Donc, dès que je dépasse la switch d'accès, tout ce qui est en haut de ça est niveau 3. Donc, pensez le spanning tree, les boucles ça vous est déjà sûrement arrivé, là, surtout si vous avez des points d'agrégation majeurs où il y a beaucoup de niveau 2 qui se rend. Je pense beaucoup à des commissions scolaires, là, ça arrive assez souvent là, que les écoles sont niveau 2. On aime ça un point d'agrégation qui sont niveau 3. Quelqu'un fait une boucle dans une école, puis ça enlève, ça down essentiellement 4, 5, 6, 7, 8 écoles parce qu'on est rendu avec beaucoup de flooding, tempête de broadcast là, qui est envoyée partout à cause que les VLAN sont amenés partout. Donc, on vient déjà optimiser beaucoup en éliminant les VLAN purs sur la partie cœur agrégation. L'autre chose, c'est que le VXLAN, à l'intérieur de l'entête, va nous permettre de mettre de l'information supplémentaire pour la sécurité. Okay? Et c'est ça qu'on voit ici. Donc, quand je prends une trame traditionnelle, Ethernet, okay, j'ai de l'information, les adresses IP sources, les MAC de destination, bon, j'ai un paquet d'informations qui est dedans. Quand je viens avec une encapsulation VXLAN, j'ai accès à des entêtes supplémentaires. Donc, de un, savoir où je dois envoyer le trafic niveau 2, donc le VNI, qui est ici sur quel VLAN essentiellement. Donc, on se rappelle, hein, le VNI, c'est juste un identifiant VLAN qui est comme un VLAN traditionnel. J'ai aussi accès à ce qu'on appelle un Group Policy ID. Ça, c'est une partie de l'entête qui est standardisée, dans le sens qu'elle est standardisée parce qu'elle fait partie du standard IETF, mais son utilisation n'est pas standardisée, dans le sens qu'on peut choisir, nous, à Aruba, de mettre à peu près n'importe quoi dedans, tant que nous, on se comprend dans ce qu'on met dedans. Vous allez prendre un autre manufacturier qui fait du VXLAN, vont pouvoir utiliser ce champ-là et faire autre chose avec. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec le Group Policy ID? C'est qu'on va insérer un identifiant numérique qui représente un rôle. Puis je reviens encore avec la première partie de la présentation. Aruba utilise beaucoup les rôles pour faire de la sécurité. Donc, c'est la même chose au niveau filaire, au niveau fabrique. Ici, ce qu'on vient chercher, c'est être capable de faire des politiques de rôle à rôle. Donc, de prendre, peu importe l'endroit où un dispositif se trouve dans le réseau, dans la fabrique, de dire, mais si toi, tu es le rôle étudiant, par exemple, tu ne devrais jamais parler à quelqu'un qui est du rôle enseignant, ou peu importe la façon qu'on veut le faire. Vous pouvez déjà le faire un peu en partie si vous avez un réseau traditionnel par l'authentification. Hein. Donc, suite à l'authentification, on peut assigner un rôle. Mais après, ça devient plus complexe de dire oui, le rôle-là a des politiques d'accès, mais souvent, ça va être des politiques basées sur des adresses IP des bars. Puis on s'imagine que par exemple, dans des écoles ou dans plusieurs bâtiments, les sous-réseaux peuvent changer, les VLAN peuvent changer. Donc, quand je viens pour bâtir une politique, là, il faut que je prenne en compte tous les réseaux possibles que je veux permettre ou ne pas permettre, versus un étudiant qui est par exemple dans une école versus un autre étudiant qui est dans une école
a probablement les mêmes droits. Okay? C'est un étudiant, peu importe dans quel sous-réseau. Donc là, c'est intéressant de dire que je viens insérer ici dans mon groupe policy ID un identifiant, un rôle, et ce rôle-là va réussir à traverser la fabrique au complet, va être cohérent de bout en bout à la fabrique, peu importe dans quel VLAN je suis, dans quel sous-réseau je suis. Et ça vient aussi particulièrement important pour l'IoT. C'est très fréquent que l'IoT nécessite, juste par son fonctionnement pur, nécessite d'être niveau 2 avec, avec les autres dispositifs là, qui partagent une console de gestion ou d'autres dispositifs là, qui se parlent ensemble. Donc, on garde encore là ce niveau 2-là par-dessus le niveau 3, en plus de mettre la notion de rôle à l'intérieur même de la trame VXLAN. Okay. Ça, je pourrais, peut-être pas la partie rôle, là, mais encore là, peut-être à la fin, là, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, en termes de configuration complète, je pourrais vous le montrer là, dans le petit lab. Donc c'est juste un petit survol. On ne va pas trop deep, pas plus loin que ça pour le VXLAN. Mais ultimement, bon, on se rappelle du niveau 2, comme un VLAN traditionnel, mais par-dessus un réseau niveau 3, qui est encore là un réseau niveau 3 très simple. Ce sont tous les liens que vous voyez ici, ce sont juste des liens routés. Ça peut être des liens point à point, là, /30, là, ou même /31. On met OSPF ou un autre protocole de routage, peu importe lequel on prend, tant qu'on a la connectivité. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est on ne veut pas de spanning tree, entre autres. On veut que ça soit entièrement routé. On ne veut aucun VLAN qui est trunké à l'intérieur ici, entre les switches d'accès et le cœur, les distributions. Et on fait tout le niveau 2 à l'intérieur même du VXLAN, donc d'un bout à l'autre par le tunneling qui se produit à ce moment-là. Puis il y a quand même des avantages que je vais passer un peu plus loin. Parce qu'on peut se dire, bon, tant qu'à faire du niveau 2 sur du niveau 3, pourquoi je ne fais pas juste du niveau 2, hein, puis mettre des VLAN partout? OK, bon, il y a certaines raisons, des efficacités qui sont amenées par le VXLAN qui peut nous amener à opter pour ce mode-là versus du niveau 2 traditionnel. Mais un petit peu avant qu'on discute de ça, parlons de NetConductor. Donc là, je vous ai parlé un peu du VXLAN. Vous avez vu un peu le concept. Vous avez eu des petits bouts de config. Puis vous avez fait, oh, du BGP. Moi, je ne connais pas le BGP. Okay. Qu'est-ce que je fais si je ne connais pas le BGP? Je ne veux pas nécessairement avoir à gérer ça beaucoup. Donc, c'est le rôle, ultimement, de NetConductor. NetConductor, c'est un service qui roule sur notre console de gestion infonuagique Aruba Central. Et son rôle ultime, c'est de faire le déploiement de fabriques VXLAN. Donc, l'automatiser presque de bout en bout et l'orchestrer à travers le campus au complet. Donc, je ne veux pas nécessairement avoir à faire ces configurations-là individuellement sur chacun de mes commutateurs. Je veux que ça soit plus simple, autant pour le déploiement que l'opération du jour 2. Hein. Donc, j'ai commencé avec une certaine configuration. J'ajoute un nouveau VLAN, un nouveau VNI, hein, si on parle en VXLAN. Comment je fais pour faire ça? Donc, je veux le faire tout au même endroit dans NetConnect. Donc, là, les premiers cas sont un peu petits, mais ce que ça donne en réalité, c'est que donc, je gère les équipements, les switches par Central. Je les intègre dans NetConductor et je vais pouvoir me créer à l'aide de petits wizards, créer ma fabrique directement à partir de NetConductor. Donc, je vais choisir les équipements qui font partie. Je vais choisir leur rôle aussi. Donc, je ne penserai pas qu'est-ce que ça veut dire nécessairement tous les rôles, Edge, Border, Stub et compagnie, mais peut-être pour une autre fois. Mais je choisis le rôle du commutateur à l'intérieur de ma fabrique et c'est NetConnector qui va faire la configuration de tous les éléments que vous aviez vus en arrière-plan. Autant pour le déploiement initial que les ajouts, les modifications qui seraient faites par la suite. Donc, de un, c'est d'avoir un point unique de configuration
Donc, de ne pas avoir à faire individuellement des configurations sur mes commutateurs. Donc, la seule configuration que je veux faire en réalité, c'est l'intégration initiale du commutateur ou des commutateurs à l'intérieur de Central. Et l'interface cloud me permet, va me faire me bâtir ma fabrique, mon overlay spécifiquement, et le pousser, l'orchestrer à travers les commutateurs. Et aussi, c'est de toujours regarder la cohérence entre la partie filaire et la partie sans fil. Parce que vous avez aussi tous ceux qui utilisent du sans fil Aruba, qui, je dirais, la totalité des gens qui sont ici aujourd'hui, vous avez la même notion de rôle. Hein. Si vous faites du sans fil Aruba, vous faites des rôles. C'est incontournable, c'est d'une personne qui est connectée, elle a un rôle. Ça finit là. Donc, on veut garder cette cohérence-là entre un rôle qui sera assigné au niveau sans fil, suite à l'authentification, et un rôle qui sera assigné au niveau filaire. Ça, c'est un peu on a ce concept-là depuis encore là, belle lurette. Puis vous avez souvent entendu dire, c'est le médium d'accès n'est pas important. Un étudiant qui est connecté, c'est un étudiant, peu importe s'il est en sans fil ou en Wi-Fi. C'est un peu la même chose, en sans fil ou en filaire. Okay? Donc, on veut garder cette cohérence-là et NetConnector va faire en sorte qu'on va garder cette cohérence-là entre les rôles. Ça prend, par exemple, ce qu'on appelle AOS 10, donc qui est la prochaine version du système d'exploitation, autant sur la version avec contrôleur, avec passerelle et sans contrôleur, qu'on appelait originalement le incident. Donc, pour intégrer à NetConnector, ça prend AOS 10 là, spécifiquement pour les passerelles. Pour être capable de passer l'ID, l'ID qu'on met dans l'entête VXLAN, on veut l'envoyer aussi sur les passerelles, sur les contrôleurs. Juste pour encore là, garder le rôle de bout en bout et faire ces politiques-là de rôle à rôle. C'est toujours ça un peu l'objectif, c'est de ne pas faire des rôles, puis nécessairement mettre des adresses IP et des barres pour les politiques de sécurité. Il devient un peu difficile à gérer là, une fois qu'on veut faire de la sécurité dans la totalité d'un campus. Donc, vraiment, le rôle à rôle, c'est ça qu'on veut aller chercher. Puis quelqu'un qui a un rôle étudiant sans fil a les mêmes accès qu'un rôle étudiant filaire et que je peux créer une politique qui dit tel rôle ne parle pas à tel rôle ou tel rôle peut parler à tel rôle pour telle application. Okay. Donc, encore un petit peu quelques petites images. Bon, ça, on pourra vous envoyer vous allez avoir accès à la présentation puis peut-être les zoomer un peu. C'est peut-être un peu difficile à voir à travers la présentation. Mais encore là, toujours le même principe. Un wizard qui va orchestrer une configuration. Puis ça, vous pouvez voir cette configuration-là, évidemment, à l'intérieur de Central avec notre outil multi-edit, qui est un peu le NetEdit, si vous avez déjà utilisé NetEdit sur les commutateurs CX, qui est un éditeur CLI, mais un peu sur stéroïde, là, je vais dire. Donc, on a une version de cet outil-là directement à l'intérieur de Central. Donc, tout ce qui est créé par NetConnector va évidemment se refléter dans une configuration. Pourquoi on voit mon nom dans l'écran présentement? Je ne vois plus la présentation. Ah? Moi, je ne vois plus la présentation, je vois juste mon nom écrit dans l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voient juste mon nom aussi? Ou? Est-ce que tout le monde voit la présentation? Ou... De mon côté, je vois la présentation. Oui, moi aussi, la présentation affiche toujours. OK. Peut-être. Aussi, je vois la présentation. Monsieur Caron, regardez en haut à droite de votre écran, vous avez un petit piton View. C'est probablement là que vous pouvez remettre la vue sur la présentation. En haut à droite. Ah, OK, c'est bon. Merci. OK. C'est bon. Désolé pour le dérangement. Là. Non, il n'y a pas de problème. OK, donc c'est ça. Donc, ce qu'on fait dans NetConnector se retrouve dans la configuration et vous pouvez voir évidemment tout le résultat de ça. Et vous pouvez toujours quand même faire des modifications sur le NetConnector ne vous empêche pas de faire de la configuration ligne de commande si ça vous chante, mais on essaie le plus possible de le faire à travers l'outil pour encore là
toujours dans l'optique de simplifier ces configurations-là qui sont quand même plus complexes qu'un réseau traditionnel. NetConnector devient aussi l'endroit central où on va définir les fameux rôles. Donc, en ce moment, dans un mode d'authentification traditionnel, dans un réseau traditionnel, on va essayer de définir les rôles dans ClearPass. Puis un peu les deux vont se parler, c'est un peu ça l'objectif de tout ça. Mais c'est qu'on veut créer les rôles de façon globale dans Aruba Central. Donc, ça devient l'endroit unique où on crée les rôles. Et ensuite, on va définir à quel endroit on utilise ces rôles-là au niveau sans fil. Et c'est un peu la raison pourquoi on doit avoir AOS 10 pour utiliser ce concept-là, c'est que les passerelles, les contrôleurs ne sont pas gérables par Aruba Central à moins d'être sur AOS 10. Okay? Fait que c'est un peu le pourquoi de tout ça. Mais encore là, une fois, on crée les rôles directement dans Aruba Central. Donc, on a maintenant une section spécifique pour ça. Et ces rôles-là vont être synchronisés automatiquement à travers les différentes composantes Aruba qui sont gérées par la même console. Quand on bâtit des fabriques, soit avec NetConnector ou même avant, on a quand même une certaine flexibilité. C'est pas un projet où on arrache tout, qu'on doit bâtir complètement en parallèle. On peut commencer avec un réseau traditionnel, niveau 2, niveau 3, tranquillement ramener le niveau 3 jusqu'à l'accès et ensuite mettre les configurations nécessaires pour faire le VXLAN et le BGP là, pour la partie EVPN, la partie de contrôle. Et NetConnector peut faire les deux. Okay? Donc, on peut commencer avec un réseau traditionnel et on le migre ensuite tranquillement vers une vraie mode fabrique. Juste un petit point, par exemple, de ne pas oublier. Dès qu'on fait n'importe quel type de overlay, que ce soit le tunneling traditionnel, le User-Based Tunneling Aruba, des tunnels GRE, tunnels VXLAN, on doit avoir les jumbo frames parce qu'on va excéder le 1500 octets traditionnel d'une trame Ethernet, vu qu'on ajoute des entêtes. Donc, super important que sur la partie underlay, donc le réseau routé vanille simple, doit avoir des NTU jumbo. Okay, c'est un peu, pas un peu, mais très, 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 très important. Donc, si on part avec le réseau traditionnel, donc vous avez vos VLAN, vous avez souvent une partie d'agrégation pour le sans-fil. Vous avez des options qui sont très limitées. Hein. Si vous avez du routage au niveau du cœur, donc on ne peut pas amener vraiment un VLAN entre les deux. Donc, on a moins la flexibilité, surtout au niveau, encore là, je dis IoT, hein, souvent qui nécessite de rester sur le même réseau niveau 2. Donc, dès qu'on met du niveau 3, on vient couper l'accès à ce VLAN-là à d'autres endroits dans le réseau. Donc, le VLAN devient vraiment significatif localement à ce bloc, à un bloc d'agrégation ou un bloc de switch. La politique de sécurité aussi est liée au VLAN versus une pensée plus globale, hein, de dire que c'est un campus, c'est pas juste ce VLAN-là qui est sorti de la vision d'un VLAN, c'est ce VLAN-là, puis il fait des choses versus comment je fais la sécurité hein, dans mon campus au complet. Donc, c'est assez rigide. Hein? Donc, on fait des choses, mais on n'a pas la flexibilité d'évoluer beaucoup avec des VLAN traditionnels. Quand on prend NetConnector avec les fabriques, longtemps, on que les VLAN ou un VNI, encore le VLAN en mode VXLAN, devient vraiment global. On a la synchronisation des rôles à travers tout, incluant les contrôleurs. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des... parce que quand on met faut penser aussi, on fait du niveau 2, mais ultimement, un VLAN doit parler à d'autres VLAN, hein, puis ça, il faut être routé. Comment ça fonctionne? Puis ça, c'est une question qu'on a assez souvent. Qui a l'adresse de passerelle? Hein? Quand on fait du VXLAN, que j'ai un VLAN qui est partout, puis que c'est qui a mon adresse de passerelle? La réponse, c'est tout le monde.
toutes les VTEP longs, okay, fait ce qu'on appelle du Active Gateway. Donc, c'est essentiellement tous les commutateurs qui font du VXLAN et qui ont, mettons, le VLAN 100. Puis disons que le sous-réseau du VLAN 100, c'est le 10.10.100.0/24. Donc, qui que la passerelle qui serait habituellement le point 1, mais c'est tout le monde. Okay? Fait que chacun des commutateurs, les VTEP, qui ont des équipements dans le VLAN 100, vont avoir l'adresse point 1. Donc, si j'ai besoin de parler entre deux VLAN, je n'ai pas besoin de ramener ça vers un endroit qui a l'adresse, que la switch qui aurait l'adresse de passerelle pour ce sous-réseau-là, ils l'ont tous. Fait que si j'ai deux VLAN ensemble qui doivent se parler, le trafic va rester quand même local, même si dans un réseau traditionnel, il faudrait que je revienne sur le commutateur qui a l'adresse niveau 3 pour ce VLAN-là. Donc, c'est déjà une petite optimisation à ce niveau-là qui est différente d'un réseau traditionnel. On appelle ça un gateway Anycast, hein, donc la même adresse IP partout. Et on va aller chercher le commutateur le plus proche, hein, que cette adresse-là, puis souvent, ça va être le commutateur directement sur lequel l'équipement est branché. Donc, là, un petit peu encore, peut-être un peu difficile à voir, mais pourquoi on prendrait une fabrique versus un réseau traditionnel niveau 2? Bon, de 1, je vous en ai parlé ici, les passerelles actives. Donc, on oublie le concept d'une switch de cœur, que c'est tout elle qui a les adresses de passerelle sur chacun des VLAN, de chacun des sous-réseaux. Maintenant, tout le monde devient la passerelle de toutes les VLAN. S'il y a une présence du VLAN dans le commutateur. Le VXLAN fait aussi ce qu'on appelle de la suppression ARP. Encore là, pensez dans un réseau traditionnel qu'un équipement doit parler à un autre et qui n'a jamais parlé à cet équipement-là, il doit faire une requête ARP. Il va dire qui a l'adresse IP X pour savoir c'est quoi la MAC adresse. Donc, soit c'est quelque chose qui est local en VLAN, on va répondre avec la MAC adresse. Si c'est à l'intérieur d'un autre sous-réseau, on va recevoir la MAC adresse de la passerelle, hein, pour renvoyer le trafic plus loin. Mais ça génère beaucoup de broadcasts à l'intérieur d'un même VLAN. Okay? Puis imaginez que si vous avez une architecture où il y a beaucoup de niveau 2 qui est distribué partout, mais à chaque fois qu'il y a une requête ARP qui est lancée, elle doit être broadcastée dans un VLAN au complet. Mais si on étend les VLAN très loin, ça veut dire que tout ça va se rendre jusqu'au point le plus profond de votre réseau sur lequel le VLAN est trunké. Le VXLAN vient changer un peu ça, où on n'aura pas besoin d'envoyer des requêtes ARP partout parce que c'est le EVPN qui le contrôle. Hein. C'est la partie BGP qui fait l'annonce des MAC adresses, dont je n'ai pas besoin de faire du ARP. Donc, le dispositif, lui, va le faire parce que lui, il ne sait pas qu'il y a en arrière qu'il y a une fabrique. Mais quand il y a une requête ARP qui passe ici, c'est la switch qui va lui répondre directement. Parce que la switch, elle le sait déjà qui a quelle MAC adresse. Donc, ça, c'est une des optimisations qui fait en sorte là, que même si on étend du VLAN du niveau 2, un VLAN par-dessus le niveau 3, hein, toujours en VXLAN, ce n'est pas nécessairement tout le trafic de broadcast qui va se rendre de bout en bout là, pour optimiser justement versus un réseau traditionnel niveau 2. L'autre chose aussi que ça va faire, c'est que ça peut détecter la présence ou non d'un dispositif sur un VLAN. Donc, si je n'ai pas par exemple, on voit les 3 couleurs, là, mais si j'ai personne sur ce VTEP-là, sur cette switch-là, qui est dans le VLAN bleu, là, qui pourrait être le VLAN 10, là, par exemple, est-ce que j'ai besoin de vraiment recevoir tous les broadcasts ou toutes les informations de ce VLAN-là? Non. Je n'ai pas de client qui est présent, donc je n'ai pas besoin que la switch reçoive les informations de ce VLAN-là, de ce VNI-là. Ça, c'est très différent de quand on le fait de façon traditionnelle, où on trunque les VLAN partout. Dès qu'on trunque un VLAN à quelque part, mais les broadcasts vont se rendre. C'est sûr, même s'il n'y a ultimement personne qui est au bout du fil, le trunk permet le VLAN, ça veut dire que le broadcast va se rendre, va passer au travers.
Donc ça, c'est une autre belle optimisation qui fait que le niveau 2 est beaucoup plus performant en mode VXLAN versus le niveau 2 traditionnel. Il est encore là, beaucoup moins complexe. Hein. Ça vous a sûrement déjà arrivé. Hein. On part d'un endroit, une switch d'accès, puis on essaie d'amener un VLAN quelque part. On oublie toujours un trunk quelque part pour le faire. C'est inévitable. Ça cause beaucoup de... C'est tendant un peu au niveau opérationnel d'être obligé de faire ça puis aller sur chaque switch, hein, puis faire la configuration. L'autre élément aussi, c'est très résilient, vu que c'est tout niveau 3. Hein. Donc, chacun des liens que vous voyez ici est complètement niveau 3, pas de VLAN. Donc, imaginez là, que ce sont des adresses, là, ça peut être mettons, 10.10.1/30, 10.10.2/30. OK? Puis tous mes liens sont comme ça, point à point. Et vu qu'ils sont tous de coût égal aussi, ce que ça va faire, c'est quand on part le protocole de routage ou SPF là, pour faire la connectivité là, pure et dure IP entre les différents éléments, c'est que ça va créer automatiquement un balancement de charge. Donc, je n'ai pas besoin de faire d'agrégation de liens ou rien de ça. Juste le fait que j'ai 2 chemins à coût égal, niveau 3. Donc, dans ma table de routage pour une même destination, je vais avoir deux hops. Automatiquement, le commutateur va balancer le trafic entre les 2 liens. Ça se fait, prenez n'importe quel manufacturier, là, ce qu'on appelle du Equal Cost Multipathing, SCMP. Dès que j'ai des liens niveau 3 de coût égal, le commutateur, le routeur, n'importe quoi, le firewall, va automatiquement distribuer le trafic sur les 2 liens. Donc, c'est quand même très résistant. Il n'y a pas de spanning tree, pas d'agrégation de LACP. Tout se fait automagiquement par le CMP. Là. Donc, quand même pas mal d'optimisation comme ça. Je ne parlais pas trop ici. Pas mal d'optimisation comme ça qui est avec le VXLAN. Donc, le fait qu'on vient simplifier le déploiement, puis le côté opérationnel d'une technologie qui a certaines complexités. Déjà, c'est un gros plus. On retrouve toujours le rôle, la notion d'un rôle qui est présente chez Aruba depuis très longtemps. On l'insère à l'intérieur du mode fabrique et on l'étend aussi à des éléments qui sont hors la fabrique, comme les contrôleurs, les passerelles, qui font pas, qui font pas du VXLAN en tant que tel. Hein, ils vont juste recevoir l'information, mais on peut quand même au moins leur envoyer l'information VXLAN, cette information de rôle-là. Donc, on vient vraiment dans un mode où chaque équipement a son rôle. Mes politiques vont être basées sur un accès de rôle à rôle et pas nécessairement d'un rôle à une adresse IP. Bon, rien qui nous empêche de le faire, mais c'est l'objectif, la vision, essentiellement, c'est de vraiment faire du rôle à rôle. Donc, de dire quel département, quel type de personne, quel type de device a le droit de parler à qui, selon nos politiques. Et évidemment, garder la notion d'application dans tout ça. En passant, le NetConductor, ça va être disponible à la prochaine version d'Aruba Central, la version 2.5.6, si vous prenez des petites notes. Donc, aujourd'hui, on est à 2.5.5. C'est la prochaine version qui ça va être disponible grand public. Je crois avec quand même une approbation requise là, pour l'activer, mais le produit va être disponible. Donc déjà, peut-être au fait autour d'eux, peut-être un petit peu après, là, dépendamment de la sortie de la version 2.5.6 sur le cluster canadien. Central. Puis j'en profite pour vous rappeler, si vous ne le savez pas, on est un des seuls manufacturiers qui offre une console de gestion cloud qui est hébergée au Canada. Donc, souvent, c'est aux États-Unis. Donc, on a une instance ici même là, à Montréal de Aruba Central. Okay, donc, une instance qui est purement canadienne que vous donnez reste au Québec. Donc, quand même intéressant. Donc, ça, c'est le temps que la version 2.5.6 soit déployée là, sur l'instance canadienne, donc, qui va probablement être autour peut-être un petit peu après les fêtes, là, pensez début janvier, mi-janvier ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être un peu d'informations. Comme je dis, on va vous envoyer la présentation. Vous allez pouvoir le revalider. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport
au VXLAN, le VPN, qui ont des questions qui aimeraient en savoir plus ou interrogation quelconque. Non? OK. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. Plus tard aussi après la présentation. Et sur ce, on va passer à la partie mise à jour portfolio et révision de portfolio par Paul. Est-ce que tu vas reprendre le contrôle, Paul? Oui, effectivement. Et voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est parti. Ouais. Donc, on poursuit avec justement une petite mise à jour sur le portfolio de nos produits. Juste peut-être un petit rafraîchissement. Donc, la gamme de produits Aruba OSCX, c'est un de commutateur niveau 2 de base, donc dans la série Aruba OSCX 6000 et 6100. La différence entre les deux, essentiellement, se trouve dans les ports uplink, donc dans les commutateurs ici, 6000, on a des uplink à 1 gig. 6100, on a des uplinks à 10 gigs avec les connectivités SFP+. Bien entendu, ces deux commutateurs sont plus réduits au niveau de leur capacité, ne permettent pas de faire, par exemple, du stacking. Lorsqu'on veut avoir des commutateurs qui sont capables de faire du stacking et aussi d'effectuer, par exemple, du routage niveau 3 d'entrée de gamme avec, par exemple, un ARIA OSPF, on passe à la série 6200, 6200 qui présentement offre une connectivité à 10 gigs. Pour les ports uplink ainsi que pour les ports de stacking. C'est du front-plane stacking, c'est-à-dire qu'on utilise les ports en avant pour effectuer le stack à l'aide de câbles DAC. Les commutateurs de la série 6200, très bientôt, on va faire l'annonce, ce n'est pas dans les slides, mais on va avoir des modèles qui vont disposer, qui vont être sous la forme modulaire, c'est-à-dire qu'ils vont disposer de power supply redondant, hot swappable, à chaud, pour le remplacement des power supply. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Stay tuned, hein, restez à l'écoute sur la chaîne. On va avoir bientôt des petites nouvelles de ce côté-là. Du côté des commutateurs 6300, nous avons des ports uplink qui sont de SFP 56. Donc, ça nous permet d'aller jusqu'à du 50 gigabits par seconde. Donc, grosso modo, on va faire le stacking avec des câbles DAC 50 gigs. Donc, deux câbles DAC 50 gigs qui nous permettent d'atteindre un 100 gigs agrégé. Les commutateurs de la série 6300 sont offerts à la fois en format fixe et modulaire. Donc, il est possible d'avoir des modèles avec power supply redondant, hot swappable à chaud, remplaçable à chaud. Et d'offrir justement des connectivités à plus haut débit, donc par exemple là, du SFP 26 ou non, SFP 28, oui, je suis mêlé 56, 28, donc être capable d'avoir des connectivités optiques à plus haut débit avec du 25 gigabits par seconde, par exemple, au niveau des uplinks. Commutateur de type châssis 6400 donc, permet de faire justement de l'accès ou de l'agrégation. Donc, commutateurs qui permettent d'avoir des CPU redondants, d'avoir une très forte densité de ports. Et lorsqu'on tombe vraiment plus au niveau data center, on a des commutateurs de type 8300. Donc, on parle des 8325 par exemple ou 8360. Je vais en parler un petit peu plus tard. On a l'Aruba OSCX 10000, donc le 10K, qui lui est un cas particulier qui possède justement on appelle ça un commutateur avec service ajouté, donc il y a la possibilité d'avoir des services, par exemple, de pare-feu distribués, intégrés directement au niveau du commutateur, avec une très forte densité de ports à très haute vitesse, là, avec des connectivités de 100 gigs. Commutateur Aruba OSCX 8400 qui, lui, est sous la forme de châssis pour servir justement de cœur de connectivité pour le data center avec des vitesses de plusieurs terabits par seconde. Et tout nouvellement, le Aruba OSCX 9300 qui permet de la connectivité à 400 gigs
Donc, lui, peut-être moins intéressant pour le vertical auquel on s'adresse ici avec l'éducation, plus dans une optique vraiment de centre de données à très forte densité. Peut-être pour certains d'entre vous, on offre aussi des commutateurs qui sont de type ruggedized, soit avec justement des spécifications au niveau température, humidité qui sont plus robustes, avec entre autres un format qui peut être monté sur DIN-Rail. Donc, c'est le petit carré ici qu'on voit ici à côté. Donc, ça peut être une autre formulation, une autre stratégie, dépendamment des environnements critiques là, que vous avez à desservir. Donc, du côté commutateur de la série 6300, on a fait l'introduction de nouveaux modèles qui permettent d'étendre un peu les cas d'utilisation pour nos commutateurs, permettre entre autres là, le déploiement dans des environnements qui seraient, par exemple, partagés en utilisant du MACsec pour sécuriser les communications avec les liens qui sont potentiellement vulnérables lorsqu'on est dans un environnement partagé. Nouveau commutateur qui supporte le Precision Time Protocol qui permet justement de faire de la synchronisation au niveau temporel de manière beaucoup plus précise pour des services critiques de soit vidéo ou audio. Et aussi au niveau PoE. Alors, les nouveaux modèles permettent justement de faire du PoE avec un budget PoE beaucoup plus élevé, allant jusqu'à du 90 watts. Donc, ici, un autre petit résumé avec les modèles de commutateurs permettant justement de faire les nouvelles connectivités que je viens d'évoquer. Permet, entre autres, là, sur le premier commutateur ici, d'aller jusqu'à du 10 gig basse T. Donc, être capable de faire de l'interconnexion, généralement, c'est plus au niveau serveur au débit. Du côté point d'accès, ce qui est intéressant, bon, on n'a pas de point d'accès qui va jusqu'à du 10 gig. Par contre, le fait de supporter la classe 8 au niveau PoE permet d'interconnecter les points d'accès de génération plus élevés. Donc, on parle récemment là, de points d'accès avec Wi-Fi 6E, donc avec 3 radios. Donc, la P655 a des besoins en PoE qui sont un petit peu plus élevés à cause qu'on se retrouve avec, pour chaque radio, 4 segments d'antenne, donc 12 segments d'antenne au total. Puis, bien entendu, plus tard dans l'année 2023, on va même voir l'émergence de points d'accès outdoor qui vont supporter le Wi-Fi 6E. Donc, là encore, plus de segments, plus de puissance. Donc, tout ça va requérir une alimentation plus substantielle pour être capable d'alimenter correctement les points d'accès. Puis bon, des cas de figure aussi avec justement le support de modules SFP de type LRM. Donc, pour certains d'entre vous, dépendamment des conditions d'utilisation, ça peut être quelque chose d'intéressant ici. Du côté de nos châssis 6400, on parle des châssis version 2, donc avec capacité plus évoluée, encore une fois, avec justement budget PoE sur certaines blades qui sont plus avancées, lignes de connectivité plus augmentées, des capacités justement de pouvoir aller jusqu'à du 2,8 terabits par seconde, avec des interfaces d'interconnexion pouvant aller à du 100 gigabits Ethernet. Alors, c'est plusieurs fonctionnalités très intéressantes ici là, avec nos nouveaux châssis version 2 de la série 6400. Du côté plus cœur ou distribution, nous avons aussi des nouveaux modèles au niveau 8360, donc des performances avancées, une étendue justement de connectivité pour permettre, entre autres, du MACsec, des vitesses de connectivité améliorées encore une fois, des capacités, entre autres, plus évoluées pour permettre justement le VXLAN EVPN avec une plus grande capacité de ce côté-là. C'est résumé très rapide au niveau portfolio. On ne veut pas vous enquiquiner là-dessus, mais vous dire que justement, on offre des nouveautés de ce côté-ci. Alors, moi, ça complète la présentation. Benoît, tu parlais tout à l'heure de faire peut-être une petite démonstration de ton environnement.
Oui, puis en même temps, j'ai une question là, qui a été envoyée dans le chat, qui m'a été envoyée directement, donc je vais la passer là, pour le bénéfice de tout le monde. Bon, qui était une question de c'est la fabrique. Ça peut passer par une infrastructure qui est non Aruba. OK. Techniquement, l'implémentation qu'on fait de VXLAN n'est pas propriétaire, OK, c'est standard. On ne qualifie pas d'utiliser un équipement tierce spécifiquement pour la partie BGP. C'est la partie importante, je vais dire, là, de tout ça. Donc, assumez aujourd'hui que vous devez passer au moins que les VTEP, avec les switches qui sont les points de terminaison de la fabrique, soient en Aruba, ainsi que l'équipement qui fait le contrôle de BGP, là, les route reflectors qu'on appelle, qui soit aussi Aruba. Okay? Entre autres si on veut utiliser les outils d'intégration comme NetConnector, on ne peut pas insérer une switch tierce, par exemple, dans Aruba Central, donc c'est un peu forcé. Mais je vais dire aussi que pour la partie underlay, donc toute la partie entre deux VTEP, c'est du IP. Okay? Ça ne dérange pas, c'est quoi? C'est pas grave, ça peut être n'importe quel manufacturier, tant que, encore là, les switches de terminaison, les VTEP, et que souvent le cœur, là, qui va être les route reflectors, les spines, que ce soit Aruba. S'il y a des switches intermédiaires routés entre ces différents points de la fabrique, ça, c'est pas très grave. Okay? C'est juste, la partie underlay, c'est vraiment juste du routage IP très simple. Donc, ça ne dérange pas si c'est un autre manufacturier. Mais on essaie le plus possible là, que ça soit du Aruba. Là. Puis l'autre question, c'était est-ce qu'il y a une stratégie pour mettre en place une fabrique hybride? Que si vous avez une infrastructure d'un autre manufacturier qui n'est pas Aruba, puis qu'on veut faire une fabrique vers un réseau Aruba. C'est sûr que ça complexifie un petit peu, dans le sens que faut un peu avoir un réseau en parallèle. C'est un peu la façon traditionnelle qu'on va faire ça quand on passe d'un manufacturier à l'autre. C'est de quasiment on bâtit un cœur réseau à côté. Donc, à côté du réseau actuel, on les lie ensemble pour faire l'échange de route entre les deux. Tranquillement, on change des VLAN vers le nouveau cœur. On crée une fabrique à côté essentiellement. On migre des VLAN dans la fabrique et on annonce ces VLAN qui ont été migrés là sur l'ancienne infrastructure. Donc, on garde une liaison entre les deux pour s'assurer que tout le monde peut parler à tout le monde. Il y a un certain temps où il y a essentiellement deux réseaux qui roulent en parallèle. Puis une fois qu'il n'y a plus rien dans l'ancien cœur, on peut fermer tout ça. C'est en général comment on le ferait. Là. Parce que c'est ça, le fait qu'il y a des équipements non Aruba, évidemment, ils ne peuvent pas participer dans la partie BGP, qui est essentielle là, pour la fabrique. Puis je ne pourrais pas prendre un autre équipement et lui mettre un VTEP, encore là, parce que c'est la partie BGP qui est importante, qu'il soit un VTEP VXLAN, même s'il fait du VXLAN. On ne qualifie pas aujourd'hui de mettre un VTEP tierce dans une fabrique Aruba. Okay? C'est pas dit que ça ne sera jamais qualifié, mais on ne le teste pas. Okay? Fait qu'on on ne ferait aucune garantie. Même si, moi je le sais, puis tout le monde chez Aruba le sait, qu'on fait du VXLAN standard. Le BGP, il n'y a pas plus standard que ça. On n'a aucune extension propriétaire de BGP. Fait que c'est tout du standard. Donc, normalement, c'est supposé fonctionner. Hein, on se dit, c'est de standard. Mais c'est qu'on ne teste pas. Okay? Fait qu'on ne le supporte pas officiellement. Fait que s'il y a un problème, ça vient un peu dommage de vouloir débugger ça sans l'aide du support Aruba. Là. Donc, à ne pas recommander pour l'instant. Là. Donc, si on y va pour ça, pour migrer, pensez plus à une approche qu'on rebâtit à neuf en parallèle, puis on migre tranquillement des éléments dans la fabrique jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Puis oui, c'est sûr que ça intéresse un petit peu de voir, là, si je vais passer ici, de voir un petit peu les configurations, à quoi ça ressemble là, dans la réalité quand on fait une fabrique. Donc, j'ai bâti une petite fabrique, hein, pas beaucoup de switch, 2 spines avec 2 leafs. Hein, les leafs qui sont les VTEP, hein, ceux qui terminent les tunnels VPN. Puis ça, je vous le dis aussi, pour votre bonne gouverne, ça, c'est fait avec des appliances
@OSCX virtuels, qui sont accessibles pour tout le monde. À ne pas utiliser en production, jamais, 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 parce que c'est pas fait pour ça. Mais pour bâtir des labs, c'est super. Okay? C'est pas tous les features qui se retrouvent sur la version virtuelle ArubaCX. Ça prend quand même pas mal de ressources. Là, on parle de processeurs virtuels puis 4 GB de mémoire sur chacun des nœuds. Okay? Donc, vous pouvez imaginer, là, un 4 fait 16 GB plus les processeurs. Donc, j'ai dû acheter un peu de mémoire supplémentaire sur mon, sur mon serveur de lab pour rouler ces équipements-là, parce qu'on commence à être, avec les autres services, ça commence à être plein un peu. Mais, donc, si on regarde un spine, par exemple, ici, donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit au début, il n'y a aucun VLAN. Hein? Tout est routé. Fait que le spine, son rôle, c'est vraiment juste d'être un point de transit IP entre les différents VTEP et de redistribuer toutes les annonces BGP qui reçoit des commutateurs d'accès. Ça pourrait être des centaines, on imagine, dans un réseau complet. J'en ai 2, mais bon, si vous avez 500 switches d'accès, mais ça peut être 500 VTEP. Okay? C'est un peu ça l'envergure que ça peut avoir. Donc, lui, il reçoit tous les messages BGP des VTEP, il les redistribue pour ne pas être obligé de créer ces liaisons-là BGP sur chacun des VTEP vers toutes les autres. Parce que si j'ai 500 switches et que j'ai pas que je ne mets pas la fonction de route reflector sur mes spines, ça veut dire que sur une switch, je dois créer 499 liaisons BGP sur chacune. C'est immense, c'est pas réaliste. Donc, sur la switch, si on regarde juste la configuration IP, vous voyez qu'il y a juste des adresses IP dessus. Moi, j'ai pris des /24, mais ça peut être des /30. C'est vraiment imaginez des liens point à point routés. Là. Okay? Très, très, très simple. Et je mets une adresse loopback dessus. Okay? Si on regarde la configuration, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de VLAN. Il y a un VLAN par défaut qui est créé, mais il n'y a pas de VLAN du tout sur un spine, pas de niveau 2. Je fais juste mes adresses IP vers les leafs. J'ai 2 liens vers chacun des leafs. L'autre spine a aussi 2 liens vers chacun des leafs. Routé, je mets au SPF, Area 0, ultra simple, c'est fait. Ça, c'est ma partie underlay. Tout ce qui est ici. Pour le BGP, encore là, c'est relativement simple. Donc, le BGP va avoir le spine, chacun des spines va avoir une connexion BGP vers chacun des leafs, chacun des VTEP. Donc, moi, j'en ai 2. Donc, j'ai 2 neighbors différents, plus l'autre spine aussi. Okay? Parce qu'en BGP, quand on fait du BGP comme ça, interne, qu'on appelle, tout le monde doit parler à tout le monde au niveau BGP. Donc, le spine doit parler au BGP leaf 1, leaf 2 et aussi à son autre ami spine. Okay? Pour que tout le monde ait la même information de routage. Donc, lui, j'ai 3 neighbors. Si j'avais 500 switches, ben, j'aurais 500 neighbors comme ça, plus 2, plus un autre, ça fait 501 pour l'autre spine. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de choses en réalité qui est activée du côté BGP. Je fais juste activer la liaison de base. Mettons vers ma switch, c'est mon leaf 2. C'est l'autre spine. Ça, c'est vers l'autre spine. Et j'active la famille d'adresses. Donc, BGP, on appelle ça du NP BGP. C'est la famille d'adresses EVPN. Puis je le fais encore là pour chacun de mes voisins. Et c'est tout. Je n'ai pas beaucoup de choses à faire en réalité. Et c'est tout ce qu'il y a sur le spine. Okay? Donc, le spine ne participe pas vraiment à la partie de données de VXLAN. Lui, fait juste, c'est un point de transit seulement. Donc, lui, il n'encapsule jamais une trame en VXLAN. Ça, c'est la job. C'est la job de mes VTEP ici. Là. Fait que si je regarde un des VTEP, un leaf, même principe. Donc, lui, il va avoir la même type de configuration, donc des interfaces routées. Lui, par exemple, va avoir un VLAN et ce qu'on appelle une configuration EVPN. Donc, j'ai un VLAN 100 qui a été créé. Puis, globalement, dans ma topologie ici, l'idée, c'est de passer du niveau 2 entre les 2 PC virtuels qui sont ici, qui sont sur le même VLAN, le même BNI. Donc, je crée un VLAN traditionnel, VLAN 100, mais je crée une petite section supplémentaire EVPN.
Donc, je vais faire un mapping du VLAN 100. Bon, je n'expliquerai pas ce que ça veut dire ici. En réalité, ici, je peux juste écrire auto. OK? Puis c'est le commutateur qui va tout se charger de mettre ces ID-là que moi j'ai mis manuellement, mais je pense que même le NetConnector le fait comme ça, qui va juste mettre auto. C'est juste des identifiants qui servent à savoir quel VLAN je veux apprendre à travers le processus BGP, puis quel VLAN que j'exporte aux autres encore à travers le processus BGP. Vous voyez que vers les spines, c'est complètement niveau 3. Hein, je n'ai pas aucun VLAN qui est trunké vers les deux spines. Vous avez ici mes deux connexions vers chacun des spines. Encore le même principe, je mets OSPF, Area 0, ultra simple. La petite différence, c'est que je vais avoir une interface supplémentaire qu'on appelle une interface VXLAN. Et j'en ai juste une, peu importe combien de VLAN en mode VXLAN j'ai juste une interface VXLAN qui transforme un peu la switch en VTEP. Je lui donne son adresse de loopback comme source. Donc, quand les VTEP s'échangent d'informations ou transfèrent des données avec la trame VXLAN, ils vont le faire avec leur adresse de loopback, hein, que si j'ai avec la topologie ici. Là. Donc, lui, il va utiliser 10.10.3, le livre 2 va utiliser 10.10.4. Okay. Puis, vous allez voir aussi dans la table de MAC adresse que c'est là que ça apparaît, cette information-là. C'est là que ça devient intéressant. Puis le BGP est encore plus simple au niveau du leaf. Je fais juste créer ma liaison vers chacun des spines. Donc, le point 1, point 2, ce sont mes deux spines ici. Oups, cliquez dessus. Mes deux spines ici. Donc, chacun des leafs fait juste une liaison avec BGP. On n'a pas besoin de le faire avec le leaf 2 parce que c'est eux qui s'en chargent de rediriger, réacheminer l'information aux autres leafs. Donc, si je regarde la table de MAC adresse actuellement, de mon livre 1, il n'y a rien. Okay. Si je vais voir mon livre 2, je devrais avoir la même chose. Je fais show Mac, c'est bon, c'est vide. OK, donc en ce moment, je ne connais rien. J'ai des choses de brancher, mais c'est des petits PC qui font essentiellement rien tant qu'on les touche pas. Donc, la magie qui va arriver, c'est que je vais partir un ping entre les deux PC. Et ce qu'on devrait voir, normalement, c'est que le leaf 1 devrait voir la MAC adresse du PC ici, sur son port 1, sur le VLAN 100. Comme ça, c'est traditionnel, hein, il est branché directement dessus. Donc, ça, c'est l'apprentissage normal d'une MAC adresse sur une switch. Et ce que je devrais voir, c'est que je devrais apprendre la MAC adresse de l'autre côté, qui est niveau 3, mais à travers le VXLAN. Donc, dans la table de MAC adresse, il va m'indiquer qu'il a appris la MAC adresse par VXLAN. Donc, si je pars un ping, ça ping, c'est bon. On aime ça comme ça, des fois, les démos. Ça ne marche pas toujours en virtuel comme ça, mais ça ping. Oups, désolé. Donc, j'ai réussi à rejoindre. Puis ils sont sur le même sur réseau 10.10.100.2, l'autre PC sur 10.10.100.3, donc même sous réseau, mais complètement séparés, niveau 3. Hein, comme vous allez pouvoir voir que je n'ai aucun niveau 2 qui passe entre les deux. Maintenant, si je vais voir la table de MAC adresse, ici, et voilà. Okay. Donc, j'ai localement à ce commutateur-là le PC qui est branché directement. Donc, ça, c'est très traditionnel, VLAN 100, type dynamique, port 1. Mais il faut que j'apprenne aussi la MAC adresse de l'autre PC qui est connecté sur l'autre VTEP. Et c'est comme ça que je l'apprends. J'ai sa MAC adresse. Ici, on voit que le type change. C'est une MAC adresse qui a été apprise par un type EVPN, par le BGP. Et ce qu'on me dit ici, c'est que pour rejoindre cette MAC adresse-là, encapsule en VXLAN et envoie-le au VTEP qui a cette adresse-là. Puis si je regarde dans mes routes, comment je fais pour rejoindre 10.10.4? Ici, vous voyez que j'ai deux destinations possibles, 15.1 et 16.1, qui sont mes deux spines. Donc, pour faire mon petit ping, il va envoyer du ping ici, qui va redescendre sur le leaf-là. Il va l'envoyer aussi de ce côté-là, qui va redescendre. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de lien entre les spines. Comme on fait tout le temps dans un réseau traditionnel, hein, les cœurs ont toujours une liaison entre eux autres pour trunquer les VLAN. Donc, vu que j'ai des liens partout routés,
Je n'ai même pas besoin, en fait, je n'ai pas, et par bonne pratique, on ne met pas carrément de lien entre les deux cœurs. Tout passe toujours à travers les liens sur les livres. Et ça me donne toujours 2 liens qui montent, 2 liens qui redescendent vers l'autre livre. Si j'avais des choses qui étaient connectées à l'extérieur de la fabrique, mettons que je voudrais faire du filtrage plus traditionnel avec un firewall, je pourrais juste insérer un firewall qui n'est pas un firewall Cisco virtuel, le brancher sur un des livres et trunker le VLAN 100, par exemple, sur le firewall. Donc, le même principe se produirait. J'apprendrais les MAC adresses qui proviennent du firewall avec l'adresse IP, par exemple. Ça pourrait être l'adresse de la passerelle pour être sur le firewall, par exemple. Ou il pourrait comment être sur une autre paire de livres qui serait complètement ailleurs dans votre réseau. Tant qu'on a des switches qui participent à la fabrique, les MAC adresses se feraient annoncer et le trafic serait redirigé automatiquement vers le firewall à ce moment-là. Donc, ça m'enlève un peu la rigidité d'un VLAN où si, par exemple, je fais ça avec un firewall de filtrer du trafic inter-VLAN, mais le VLAN doit absolument être trunké de bout en bout vers le firewall. Si on est par exemple, dans un centre administratif, une commission scolaire, puis que les firewalls sont dans le centre administratif, ça veut dire que j'ai besoin de mon VLAN soit vraiment amené jusqu'au centre administratif, que bon, on ne peut pas nécessairement faire ça. Mais la fabrique permet de le faire. Donc, peu importe je suis où, tant que j'ai de la connectivité IP pure vers un commutateur de type VTEP, comme un livre, je peux ramener mon niveau 2 à ce moment-là, jusqu'à cet endroit-là, sans trunker de bout en bout mon VLAN. Donc, ça amène beaucoup, beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. Donc, on voit qu'il y a quand même, il y a plus de configuration, évidemment, là, qu'un commutateur d'accès traditionnel, mais c'est quand même pas si méchant que ça, là, une fois qu'on a avalé la pilule de dire OK, il faut prendre le temps un peu de l'absorber. Après ça, c'est quand même assez logique. Hein? Si je veux rajouter un VLAN, par exemple, ben, je ferais juste le rajouter comme un VLAN traditionnel. Fait que je pourrais mettre VLAN 101. Je créerais le VLAN 101 dans ma partie VPN et je ferais l'association ici de créer un ID VXLAN, encore là, on appelle le VNI. Fait que je pourrais mettre VNI 10.101 qui est égal à mon VLAN 101. Et c'est tout. Et j'aurais maintenant un nouveau VLAN qui serait en mode VXLAN. Donc, c'est juste pour montrer un petit peu ce que ça donne dans la réalité. Mais nous, la direction qu'on prend en termes de vision à moyen terme, c'est vraiment de ne pas nécessairement être obligé de faire cette configuration-là manuellement et que ce soit NetConductor qui vous gère ça. Donc, vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire ce que je vous ai dit, de rajouter un VLAN, par exemple, au lieu de créer toutes les petites parties dans la ligne de commande, c'est juste dans NetConductor, je crée un nouveau VLAN et c'est orchestré à travers tous les commutateurs. Donc, sur ça, je vais arrêter mon partage d'écran. Ici. Je vais juste regarder. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions qui veulent poser live? Ça peut être dans le chat, n'hésitez pas. Sinon, je crois ça terminerait la session d'aujourd'hui. Pas l'air d'avoir de questions, mais le vidéo. C'est bien. Ben, merci beaucoup. Oui, merci à tous. Belle présence de tout le monde. Je pense que ça a été une belle session là, avec beaucoup de gens. Donc, évidemment, vous devriez avoir, je pense qu'Isabelle, ils ont accès à la présentation. Non, je vais l'envoyer à tout le monde. Puis, en même temps, aussi dire que la prochaine a lieu au mois de novembre. Je ne me rappelle plus la date par cœur, mais vers le 20 novembre. Ça va porter sur les solutions SD-WAN. Et puis, par la suite, on va prendre congé jusqu'à l'année prochaine. Puis, si vous avez des suggestions, des besoins, si vous dites, ben, j'aimerais vraiment ça avoir une présentation sur tel type de produit, tel type de solution, n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. Et puis, c'est ça. Merci Benoît, merci Paul. Encore une fois, c'était vraiment intéressant. Vous êtes bons. Je suis fière de travailler avec vous autres.
Merci. Gaël. Merci à tous. Ah Fait que- non, Denis, ben, je vais. OK.